Bonjour à tous, bienvenue sur e-learning physique. Aujourd'hui, on va corriger la suite de l'épreuve MP CCP 2018, donc physique-chimie, qui concernait donc ce qui se passait entre la Terre et la Lune, la trajectoire de la Lune autour de la Terre, comment mesurer la distance entre la Terre et la Lune. Et dans la première vidéo, j'ai oublié de corriger les questions 8 à 10 sur l'effet de marée, donc certains n'ont pas oublié de me le rappeler, donc je vais parler de ça puisque c'est vrai que c'est intéressant, ça nous parle un petit peu de comment établir l'expression des termes de marée, même si ce n'était pas explicitement demandé dans les questions, c'est ce qui était sous-entendu. Donc dans la question Q8, on écrivait donc dans l'énoncé le théorème de la résultante cinétique ou la relation fondamentale de la dynamique à un point M de masse mu dans le référentiel RT, et on nous demandait si, d'après cette écriture, il était supposé galiléen ou pas, et on nous demandait d'interpréter les différents termes. Donc je vais le faire à l'oral. Mu, donc ça c'est l'accélération du point M dans le référentiel géocentrique. Donc ici on a en fait la somme des forces vraies, c'est-à-dire exercées par d'autres corps sur le point M. Donc on a l'attraction gravitationnelle de la Terre, l'attraction gravitationnelle de la Lune, l'attraction gravitationnelle d'autres astres, donc probablement principalement le Soleil, et puis là, toute autre force vraie qui pourrait s'exercer sur ce point, ça peut être des frottements, ça peut être n'importe quoi. Donc toutes les autres forces vraies sont mises là. Et ce terme-là, en fait, c'est un terme lié à la force d'inertie d'entraînement, c'est la force, la pseudo-force d'inertie d'entraînement. Donc on la reconnaît, puisqu'on connaît la forme d'une force d'entraînement, moins mu fois l'accélération d'entraînement du point M. Et comme le référentiel géocentrique est en translation par rapport au référentiel de Copernic, qui lui est supposé galiléen, donc l'accélération d'entraînement, c'est simplement l'accélération du centre du référentiel géocentrique dans le référentiel de Copernic, comme on dit souvent A de O' dans R, hein. Donc l'accélération du référentiel relatif par rapport, du centre du référentiel relatif par rapport au référentiel absolu, comme on dit. Donc on reconnaissait ce terme-là et on n'est pas surpris de ne pas trouver de force de Coriolis. Donc ça, je pense que c'était bien simplement de ne pas l'affirmer ou de le passer sous silence, mais de l'exprimer. Donc bien montrer qu'on connaît l'expression de la force de Coriolis, moins de mu oméga, le vecteur rotation du référentiel géocentrique par rapport au référentiel de Copernic, vectoriel à vitesse relative du point M, donc dans le référentiel terrestre, mais le vecteur oméga est nul, puisque c'est ça une translation. Les axes du référentiel géocentrique gardent une direction fixe par rapport à ceux du référentiel de Copernic, quelle que soit la trajectoire d'ailleurs du point T dans le référentiel de Copernic, et quelle que soit aussi l'orientation que l'on pourrait choisir des axes du référentiel géocentrique par rapport au référentiel de Copernic. On peut prendre des axes identiques, on peut incliner les axes du référentiel géocentrique par rapport à ceux de Copernic, de manière à mettre un axe selon l'axe des pôles, donc la rotation de la Terre. Voilà, ça c'est possible, ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est que les axes du référentiel géocentrique gardent une direction fixe par rapport à ceux de Copernic, et c'est le cas. Donc voilà comment s'écrivait ce principe fondamental de la dynamique. Donc le point important, c'est que le référentiel est considéré comme non galiléen et en translation par rapport au référentiel de Copernic. Alors Q9, donc écrire le théorème de la résultante cinétique appliquée à la Terre dans le référentiel de Copernic. Donc lui, il est supposé galiléen, c'était pas précisé, mais c'est un petit peu évident. Donc masse de la Terre fois l'accélération de la Terre dans le référentiel de Copernic, donc par rapport à l'origine de ce référentiel, donc le centre de masse du système solaire. Donc les deux termes que l'on va faire apparaître, c'est donc l'attraction gravitationnelle principalement du Soleil, mais aussi des autres astres. Donc là, dans l'énoncé, tout était regroupé dans un terme ici qui était la somme en fait des champs de gravitation créés par tous ces astres, donc le Soleil et puis les planètes, les autres planètes que la Lune, donc sur la Terre. Et évidemment, on ne va pas compter l'attraction de la Terre sur la Terre, hein. Et puis la masse de la Terre fois l'attraction gravitationnelle de la Lune sur la Terre, donc avec les notations de l'énoncé. Donc évidemment, le but ici, c'est de récupérer cette accélération. Alors,
c'est un petit peu dommage, mais l'énoncé ne demandait pas d'aller plus loin, mais on peut aller plus loin, puisqu'en fait, on peut récupérer cette accélération, la réinjecter là-dedans, et donc c'est comme ça typiquement qu'on démontre une des façons de faire pour démontrer l'expression des termes de marée. Alors ça, je trouve joli de le dire parce que ça va justifier quelque chose que j'ai dit, affirmé dans la précédente vidéo et qui était sous-entendu après. C'est dans quelle mesure est-ce qu'on peut considérer que le référentiel géocentrique est galiléen. Donc pour l'instant, on est dans une configuration où il n'est pas galiléen. Donc on a simplement, alors voilà l'astuce, c'est de regrouper ces termes-là qui sont des forces vraies avec l'accélération en faisant apparaître ce qu'on appelle les termes différentiels de marée. Donc là, j'ai la différence entre l'attraction gravitationnelle de la Lune sur le point M et l'attraction gravitationnelle de la Lune sur le centre de la Terre. Et la même chose pour les autres astres, principalement le Soleil. Et donc, je ne vais pas faire une étude ici détaillée, je referai peut-être ça dans une autre vidéo, des termes de marée, hein, mais c'est comme ça qu'on obtient ce qu'on appelle les termes différentiels de marée. Donc une partie c'est une force vraie et une partie c'est une force d'entraînement. Donc dans la précédente vidéo, j'avais affirmé que si on néglige sur un point M au voisinage de la Terre l'attraction gravitationnelle du Soleil et de la Lune sur ce point, c'est parce qu'en fait la force d'entraînement compense au voisinage immédiat de la Terre, donc compense approximativement cette attraction, et c'est ce qu'on voit ici, puisque on voit bien que si le point M, même un satellite, est proche de la Terre, un satellite artificiel, eh bien on voit que pratiquement, vu de la Lune, le point M sera pratiquement confondu avec le centre de la Terre. C'est encore plus vrai s'il s'agit du Soleil. Donc ces termes-là, on peut pratiquement les négliger à l'ordre le plus bas. Si on veut expliquer les termes de marée, effectivement, il faut les conserver. Alors justement, dans la question 10, donc on nous dit, finalement, on va considérer que le référentiel géocentrique est approximativement galiléen. Donc ça veut dire clairement qu'on néglige ces termes de marée. Et donc à ce moment-là, eh bien, on ne tient compte que, si c'est la seule force qui s'exerce, que du terme d'attraction terrestre sur la Lune. Et donc là, on est ramené vraiment au cas classique du mouvement circulaire que tu dois parfaitement maîtriser. Donc masse de la Lune fois l'accélération de la Lune par rapport à la Terre dans le référentiel géocentrique considéré comme galiléen, c'est la force de gravitation. Alors évidemment, surtout ne parle pas du poids de la Lune, hein, ce serait vraiment grave. Donc dans le repère de Frenet, où on peut travailler en polaire, donc ça fait moins V carré sur D, et puis donc on simplifie par D, et donc on obtient la fameuse formule V égale racine de G masse de la Terre sur D la distance Terre-Lune. Et puis, donc c'est aussi bien sûr égal à d oméga L. On pouvait faire les applications numériques pour voir que effectivement c'était compatible absolument avec la valeur de oméga L qui était donnée dans la question 7. Enfin, on nous demande d'exprimer le moment cinétique de la Lune par rapport à la Terre. Donc on rappelle la définition du moment cinétique, c'est la position vectorielle, la quantité de mouvement de la Lune par rapport à la Terre, d et v étant perpendiculaires. Hein, puisque la vitesse est orthoradiale, eh bien, donc ça fait le produit ici dmLv, on reporte l'expression de v, et donc on obtient cette expression pour le moment cinétique qui va resservir plus tard, d'ailleurs, bon voilà, je m'en suis déjà servi la dernière fois dans la précédente vidéo pour la question 12. Donc maintenant, on va passer directement de la question 10 à la question 14 à 18, donc qui nous explique comment on peut mesurer la distance Terre-Lune par réflexion d'un laser. Donc, comme je l'ai dit également, c'était le remake d'une épreuve de Polytechnique de la filière PC d'il y a quelques années, dont j'ai déjà corrigé une partie sur la chaîne, et en particulier la question 14. Donc sur la Lune, on a posé des cataphotes, des catadioptres, constitué de coins de cubes, et on va supposer qu'un photon donc subit 3 réflexions sur ce coin de cube, une réflexion sur chacune des faces. Et la question c'est pourquoi au bout de 3 réflexions, donc une sur chacune des faces de ce catadioptre qui forme un trièdre direct, l'intérieur d'un trièdre direct, pourquoi est-ce que le photon repart en sens contraire? Alors, c'était pas du tout guidé, c'est pas forcément une question évidente quand on n'a pas vu un petit peu l'astuce pour expliquer ça. Donc l'astuce pour expliquer ça, c'est déjà de regarder ce qui se passe
pour une réflexion sur un miroir plan. Donc ce miroir plan, c'est le plan YZ avec une normale que j'ai appelée X ici. Donc on connaît les lois de Descartes, le rayon réfléchi est contenu dans le plan d'incidence. Donc ici j'ai directement dessiné le plan d'incidence qui est le plan du tableau. Et ce vecteur unitaire incident peut être décomposé donc en deux composantes. Bon, pour introduire l'angle et mettre cosinus et sinus, mais je vais simplement appeler alpha et bêta. Les deux composantes du vecteur incident dans le plan XY, qui est le plan d'incidence. Et donc on voit que le rayon réfléchi, à cause des lois de Descartes, eh bien on inverse le signe, la projection de la composante normale au miroir et on conserve la composante tangentielle qui est donc cette composante-là qui, elle, ne change pas de signe. Donc voilà pourquoi le vecteur réfléchi a comme coordonnées moins alpha et bêta. Alors il suffit d'avoir compris ça pour après en 3 dimensions expliquer ce qui se passe quand un rayon lumineux subit, d'ailleurs peu importe l'ordre, 3 réflexions sur les 3 miroirs du cataphote. Alors j'ai pris donc un vecteur incident normé donc de coordonnées alpha, bêta, gamma, donc a priori en 3D, il a 3 composantes, donc avec racine de alpha carré plus bêta carré plus gamma carré égale 1. Donc en supposant que la première réflexion a lieu par exemple sur le plan X, O, Z, donc on applique directement ce qu'on vient de voir là, la normale à ce plan c'est Y et les deux composantes tangentielles, ce sont les composantes sur X et Z. Donc on va inverser simplement la composante normale, donc moins bêta, et on va donc conserver les deux composantes tangentielles donc sur X et Z, qui sont le plan du premier miroir. Ensuite, j'ai supposé donc on avait une réflexion sur le plan YZ, donc la normale c'est X, donc inversion uniquement de la composante sur X. Et enfin, une troisième réflexion sur le plan horizontal, et donc on inverse la dernière composante. Et donc, comme on a eu 3 réflexions, à chaque fois on a inversé une des composantes, et donc on récupère l'opposé du vecteur UI, du vecteur incident. Voilà comment, après 3 réflexions, le photon en fait revient sur lui-même. L'onde lumineuse revient sur elle-même. Alors question 15. Quel est l'ordre de grandeur de la durée entre le départ d'un photon depuis la Terre et son écho de retour sur Terre? Donc évidemment sur la Lune. Donc le temps d'aller-retour c'est 2D dès la distance Terre-Lune sur C. Donc là j'ai vraiment pris un ordre de grandeur. On trouve à peu près 2 secondes. Et on nous dit pourquoi la présence d'atmosphère d'indice supérieur à 1 surestime-t-elle la distance Terre-Lune? Eh bien parce que au moins sur les couches basses de l'atmosphère, donc en fait la vitesse de propagation de l'onde lumineuse c'est C sur n, où n est l'indice, n étant plus grand que 1, cette vitesse est plus petite que C. Et donc cela veut dire que en fait l'atmosphère ralentit la lumière. Et on va le quantifier, c'est un petit peu plus loin dans la question 18, qui est la question un peu la plus difficile. Bon, je pense qu'à ce stade-là, on ne te demandait pas vraiment de quantifier ce ralentissement, c'était plutôt qualitatif. Donc ça signifie qu'en fait, le temps mis par la lumière pour faire cet aller-retour est plus grand que ce qu'il serait si la lumière se propageait dans le vide. Donc si on mesure ce temps et qu'on fait comme si ce temps se référait à un trajet dans le vide, ça veut dire qu'on suppose à ce moment-là que la vitesse de propagation c'est c, et donc on va surestimer la distance Terre-Lune, puisqu'en fait elle s'est propagée à une vitesse qui est plus petite. Donc maintenant il s'agit de quantifier tout ça, donc de voir le rôle un petit peu de l'indice sur cette vitesse pour voir un peu la correction qu'il va falloir apporter à cette mesure de distance à cause du fait que la lumière se propage à la vitesse c sur n. Donc on nous demande, bon, résultat très classique, modèle de l'atmosphère isotherme, donc de trouver l'expression de la masse volumique à partir de l'équation d'état des gaz parfaits. Donc la masse volumique c'est m sur v, donc ça fait mp sur rt. Et on peut très rapidement dans la question 17 remettre en place le modèle de l'atmosphère isotherme. Donc dp sur dz égale moins ρg, relation fondamentale de la statique des fluides. Alors attention, ρ dépend de p qui dépend de z. Donc il faut remplacer ρ en fonction de p. Bon, le terrain était vraiment préparé. Intégrer ça sous forme d'exponentielle et faire apparaître la distance h caractéristique de cette exponentielle, donc le facteur de Boltzmann. Bon, j'ai fait toute une vidéo sur... là-dessus, donc
je t'encourage à aller le voir, là je suis quand même très rapide, c'est du court. Donc ça fait P0 exponentielle moins Z sur H, H étant donc la hauteur caractéristique MT sur MG, puisque l'argument de cette exponentielle est en 100 dimensions. Ensuite, on voit que ρ est proportionnel à P si T est uniforme. Donc ρ, ce sera ρ0, la masse volumique au niveau du sol, exponentielle moins Z sur H. La hauteur H, classiquement, donc c'est 8 km. Alors surtout, fais attention à bien mettre la masse molaire en kilogrammes et non pas en grammes, comme beaucoup le font quand ils font cette application numérique. T, bien sûr, en Kelvin. Et donc, on a l'expression de ρ de Z, donc qui varie sur une distance typique donc de 8 km. Voilà, donc c'est le modèle de l'atmosphère isotherme que tu connais bien. Et donc la tangente à l'origine te donne la hauteur H. Alors, on nous demandait ensuite d'exprimer la quantité Nz-1, c'est pour préparer la suite, en fonction de N0, Z et H. Donc là, il suffisait d'utiliser le fait que c'était la loi de Gladstone. N-1 sur ρ est une constante, donc ça vaut N0-1 sur ρ0. Rho de Z sur ρ0, c'est le facteur de Boltzmann, exponentielle moins Z sur H. D'ailleurs, si tu citais son nom, je pense que ça pouvait faire bien. Tu as vu ça dans ton cours de physique statistique. Donc N de Z-1, c'est N0-1, exponentielle moins Z sur H. Expression qu'on va utiliser dans la question qui synthétise un petit peu tout ce qui est le but de ce paragraphe, c'est la question 18, donc qui va nous permettre d'exprimer la différence entre l'évaluation erronée de la distance CT et la distance calculée en tenant compte de la traversée de l'atmosphère en fonction de N0 et H. Et donc on va regarder ça ensemble. Alors, donc, la question un petit peu la plus difficile, c'était d'estimer la correction à apporter à la mesure de la distance du fait que l'atmosphère a un certain indice et que la lumière ne se propage pas à la vitesse c dans l'atmosphère. Donc, pour modéliser la situation, donc ici on a la Lune, ici on a la surface du sol, et donc on va imaginer donc la lumière fait un aller-retour en se réfléchissant sur la Lune, elle traverse l'épaisseur H d'atmosphère d'environ 100 km, et au-delà, donc on considère que c'est du vide avec un indice 1, et dans cette zone-là, l'indice, la difficulté, c'est qu'il n'est pas constant, il n'est pas uniforme, mais il dépend de Z. Donc, le temps d'aller-retour, en tenant compte du fait qu'ici on a l'atmosphère, ici on a la distance d-h, donc on est dans le vide à la vitesse c, donc 2 fois d-h sur c, c'est le temps de propagation pour l'aller-retour ici. Et maintenant il faut rajouter ce qui se passe dans l'atmosphère, et donc pour ça en fait il faut faire un découpage entre z et z plus dz, en tenant compte du fait que la vitesse de propagation c'est c sur n, donc le temps mis pour parcourir cette petite distance dz, c'est n de z sur c fois dz, et comme on fait un aller-retour, on multiplie par 2. L'astuce ensuite, parce qu'on voit bien qu'il faut faire apparaître n de z moins 1, c'est de séparer ici cette différence en 2, et de faire rentrer en réalité le h ici à l'intérieur de l'intégrale. Donc l'intégrale de 0 à h de dz, c'est h, donc en mettant le 2 sur c en facteur. Et donc ici, on va faire apparaître n de z moins 1. Bon, ça, je pense que c'était ça un petit peu la partie délicate. Et donc, on voit que la correction delta t a apporté du fait qu'on n'a pas un temps de propagation de d sur c, comme on l'avait évalué dans la question 15, je crois, à 2 secondes. On a cette correction. Là, pour l'instant, c'est une correction en temps. Donc, on remplace la loi n de z moins 1, on nous avait fait préparer ça. Donc qui est n0-1 qu'on sort de l'intégrale exponentielle moins z sur h. On effectue la petite primitive, et comme petit h est très petit, et comme h pardon, est très grand devant petit h devant grand h, cette exponentielle est négligeable devant 1. Donc c'est ce terme-là qu'on va garder, hein. H c'était à peu près 100 km petit h, et grand h c'était à peu près 8 km, voilà pourquoi on nous l'a fait estimer. Donc on a la correction sur le temps, et en multipliant par c, donc on obtient la correction sur la distance, donc c delta t, 1 moins n0h, donc en valeur absolue, on peut l'estimer, on avait la valeur de 1 moins n0, donc ça fait à peu près 2,5 mètres. Alors si on veut faire une mesure précise de la distance Terre-Lune, eh bien c'est une correction dont il faut qu'on tienne compte. Voilà, donc après il y avait encore une correction, c'était la correction ionosphérique.
dû au fait qu'on peut considérer qu'également on a un plasma dans l'ionosphère et donc on a une correction du même genre que ça. Bon, c'était très classique au départ, hein, te faire redémontrer les équations de Maxwell, la conductivité complexe, l'indice complexe du plasma, la zone de transparence quand on est au-dessus de la pulsation plasma. Sinon, on a une onde évanescente, hein, on a une réflexion sur l'ionosphère. Bref, tout ça, c'était la suite. Je ne corrige pas ça dans cette vidéo. Je ne sais pas si je continuerai la correction de cette épreuve en vidéo. En tout cas, j'espère que ça t'a été utile. Et puis, on se retrouve pour le corriger d'autres épreuves 2018. À bientôt.